Bienvenue dans Quête de Sens, je suis très heureuse de vous retrouver puisqu'aujourd'hui nous allons déconstruire le cul avec Laurane Watokan. Je suis très heureuse d'être avec toi Laurane, d'autant plus que tu es une compatriote. Exactement, oui, on est toujours plus fortes ensemble. Voilà, d'autant plus que du coup, en tant que Belge, on est aussi pas mal décomplexé. Et là, ce qui est chouette, c'est que tu as fait ton métier de cela. La sexualité Ouais. sans tabou. Franchement, ce livre, c'est une tuerie, j'ai adoré. Je voudrais commencer par un premier extrait, parce que ta grand-mère a été très inspirante sur ce sujet. Oui. Qui parle de sexualité, parce que c'est quand même pas un truc anodin. Hein. Moi, ma grand-mère, personnellement... C'est insolite, oui. Voilà, c'était un vrai sujet tabou, le sexe à la maison. Et donc, elle t'a dit, tu dois absolument essayer de faire l'amour avant de te marier, ma chérie, parce que si ça ne marche pas, te voilà coincée pour la vie. Alors, je sais que ça fait un peu pouf comme ça, mais oui, en fait, j'avais plein de conversations le soir avec ma grand-mère parce que mes parents sont artistes et donc ça arrivait souvent que je dorme chez elle et on avait des discussions vraiment dans un petit cocon comme ça où on parlait de tout. Et c'est vrai que le sujet de l'amour, des relations, de la sexualité a vite été mis sur le tapis avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Mais un jour, elle m'a dit cette phrase-là et ça m'a vraiment marquée parce que je me suis dit... Waouh, quoi, une femme qui dit ça, comme je le dis dans mon livre, en plus elle est croyante, c'est quand même hyper puissant, quoi, de dire il faut pas que tu sois coincé avec quelqu'un avec qui ça va pas marcher pour toujours, parce que je pense qu'il y a encore cette idée du mariage pour la vie dans sa tête, évidemment. Et donc cette invitation, je l'ai saisie avec beaucoup d'accueil et je trouve ça assez puissant, ouais, cette façon de faire. C'est une image, moi ça m'a marqué parce que moi je viens d'une génération aussi où c'était un seul homme pour toute la vie, mais aussi un seul partenaire sexuel pour toute la vie. Or ta grand-mère a eu l'intelligence quand même de différencier les deux. Et quand on lit Freud dans Psychologie de la vie amoureuse, Freud disait donc dans ce livre que le premier partenaire masculin n'est pas celui généralement qui donnera l'orgasme à sa femme, parce qu'il y a quand même ce côté un peu conflit oedipien avec le premier partenaire, alors que généralement elle sera plus épanouie avec le deuxième. Tu avais entendu parler de ça ou pas ? Alors, je pense que Freud est à prendre avec beaucoup de pincettes parce que toute sa théorie est très patriarcale. Ouais. Et dans cette théorie-là, il y a déjà cette idée que la sexualité est genrée, donc on va la différencier en fonction du genre. En l'occurrence, ici, c'est très binaire, homme-femme, quoi. Et je pense que toute cette théorie d'Oedipe, etc., on y adhère ou on n'y adhère pas. Je pense que on peut tout à fait avoir un partenaire ou une partenaire sexuelle pour toute la vie et avoir des orgasmes. Il n'y a pas de règles, en fait. Il n'y a pas de normes en matière de sexualité. Et donc, cette idée de faire des théories très figées pour décrire la façon dont on doit faire, tu vois, il y a un peu cette idée de il faut faire comme ça. Ouais. J'adhère pas, moi, perso. Donc voilà. Peut-être que certaines situations vont prouver que ces théories sont justes, mais globalement, je ne suis pas d'accord. Eh ben, écoute, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on peut avoir un seul et même partenaire toute la vie. On l'essaye avant le mariage, du coup, ça se passe bien, on se marie et on le garde. Ça, c'est mamie qui a dit. Ça, c'est que mamie qui a dit ça. Effectivement, oui. Si ça se passe bien sexuellement, si tout le reste se passe bien, pourquoi s'en priver ? Parce que franchement, l'entente sexuelle, je ne pense pas que c'est tout le temps non plus. Oui, en fait, je pense que c'est peut-être quelque chose que j'aimerais ajouter à ce que tu disais justement par rapport à cette idée de toute la vie. C'est que avoir une sexualité déjà n'est pas obligatoire. C'est possible d'être en amour avec une personne, de s'entendre à merveille, d'avoir envie de construire, de faire famille, mais pour autant de ne pas avoir envie de sexualité, de ne pas investir d'énergie dans la sexualité. Et c'est hyper OK. Qui a dit qu'il fallait qu'il y ait une sexualité dans la relation ? Voilà, c'est une injonction, c'est pas une obligation. Donc j'ajouterais ce point-là. Et effectivement, si on a envie d'avoir une sexualité épanouie et que l'autre partenaire peut-être a des choses à apprendre, des choses dont on peut communiquer ensemble, ça peut se faire, c'est pas figé. Si on a l'impression que sa sexualité n'est pas satisfaisante selon nos propres standards, ça peut changer. Donc voilà, il y a des choses à travailler, éventuellement à discuter, à communiquer. C'est parfait parce que je voulais justement parler de la sexualité au niveau de l'épanouissement. C'est quoi avoir une sexualité épanouie ? Justement, tu parles d'injonction, d'ailleurs tu en parles très bien dans ton livre. Finalement, le sexe, c'est aussi avoir une certaine liberté, d'avoir envie, de ne pas avoir envie. Pink a témoigné d'ailleurs au bout de 10 ans de mariage, à 38 ans, qu'elle avait eu une panne totale, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une panne, mais qu'elle n'avait plus envie. Et pendant 1 an, du coup, elle a fait une pause avec son mari, qui a été assez patient, puisque a priori, il l'a attendue.
Alors, comment est-ce qu'on peut déculpabiliser ce manque d'envie, justement, sexuelle? Et comment est-ce qu'on fait quand l'homme ne voit pas cela d'un très bon œil? Puisque généralement, je ne sais pas à nouveau si c'est un préjugé, hein, mais je pense que l'homme a parfois plus de libido que la femme, du moins quand les années passent. Comment on gère tout ça? Alors, c'est une question complexe qui a plein de sous-couches, hein, un peu comme un oignon, comme ça. Déjà, je dirais qu'en termes de désir, le désir, c'est pas une ligne droite qui va rester figée toute la vie. Moi, je vois le désir un peu plus comme des petits pics. Je vais avoir une envie ponctuelle pour ça, une envie ponctuelle pour ça, et ça peut varier dans le temps. C'est pas figé. On peut avoir des périodes de vie sans sexualité pour 1000 raisons. Pas envie, pas disponible, pas le temps, accouchement, élever des enfants, c'est quand même un travail à temps plein, donc forcément, on a moins de place pour ça. Oui. Et je dirais que globalement, dans un couple hétéro homme-femme, il faut quand même se dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont subir beaucoup de charge mentale, et la charge mentale va avoir un impact assez conséquent sur le désir. Et ce que je vois souvent parmi les couples que j'accompagne, c'est un cercle vicieux qui va s'installer très vite dans la relation. Et ce cercle vicieux, en gros, il consiste en le fait qu'à un moment donné, on va avoir une baisse de désir parce que le petit pic n'est pas là à ce moment-là, et le ou la partenaire va ressentir du rejet. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Il ou elle n'a plus envie de moi, alors qu'avant c'était le cas. Comment ça se fait? Et donc, le rejet, qu'est-ce que ça va provoquer chez la personne? Ça va lui faire qu'elle va encore plus solliciter le partenaire ou la partenaire. Parce que comme il y a un rejet, on veut réparer le rejet, donc on va rechercher cette envie chez l'autre. Qu'est-ce que ça fait, à ton avis, Nancy, quand on sollicite encore plus une personne qui n'a pas envie de base? Ça recrée le fait de ne pas avoir envie. Parce qu'il y a une pression, en fait, sur le sujet. C'est ça, exactement. Et donc, la pression va de plus en plus éteindre le désir, un peu comme un feu qui n'a plus d'air. Au bout d'un moment, même les braises s'éteignent. Et donc, je pense que l'erreur qu'on fait souvent dans les couples, surtout hétérosexuels, c'est de mettre la pression, d'avoir des attentes par rapport à la sexualité. Et je pense que c'est systémique, le fait que les hommes, justement, ont cette idée qu'ils ont plus de libido. Souvent, on dit les hommes ont des besoins, ce qui est totalement faux parce que le sexe n'est pas un besoin. J'ai l'impression que du coup, si on met moins de pression, si on a moins d'attentes, on peut se connecter à son désir. Et pour moi, c'est ça une sexualité épanouie. Une sexualité épanouie, c'est une sexualité où on ressent pas de pression, où il n'y a pas d'attente de l'autre côté et où on n'est pas responsable du désir du ou de la partenaire. Très bien dit. Et du coup, si tu devais citer, parce que tu en parles dans le livre, mais là, juste pour nous, les fausses croyances, vraiment, où tu dis, allez, stop avec ces croyances-là, au niveau du sexe, ça serait lesquelles pour toi ? La première, c'est justement celle-là, que la sexualité épanouie, ça doit être une ligne droite. Tu vois, tu commences un peu ton marathon de sexualité épanouie, ça doit rester comme ça toute la vie. Mais c'est pas possible. Ça n'a juste pas de sens, parce que ce serait prendre la sexualité en dehors de tout contexte de vie familiale, avec les enfants, etc. Si on en a, c'est pas possible d'avoir une sexualité épanouie en ce sens. Donc je pense que voir le désir, la libido, la sexualité épanouie comme une ligne droite, comme quelque chose de régulier, c'est vraiment une fausse croyance. Ça laisse pas beaucoup de place non plus aux aléas de la vie qui peuvent se produire et entacher le désir. Justement, certaines personnes n'ont pas de désir et c'est OK. Et donc ça, c'est vraiment une première fausse croyance. La deuxième, je dirais que c'est de penser que sexe et amour sont liés. Souvent, on se dit, si on ne fait plus l'amour, peut-être qu'il ou elle m'aime plus, tu vois. Oui, mais moi, j'y lis complètement les deux. C'est très intéressant que tu fasses un point là-dessus, parce qu'on peut se dire, tiens, je suis plus amoureuse. Exactement, oui. Ouais. Et je pense que cette phrase-là, tiens, je suis plus amoureuse, ça va créer de la culpabilité. Et la culpabilité va encore plus mettre la pression sur le feu du désir. Et donc justement, cette fausse croyance, elle est à déconstruire absolument. Ce n'est pas parce que vous traversez une période de vie sans désir, sans libido, que ça veut dire que vous n'aimez plus votre partenaire. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Il y a des moments où on est connecté à sa sexualité, où on en a envie, des moments où on n'en a pas envie, et pour certaines personnes, c'est même jamais. Et c'est OK, en fait, c'est comme ça que ça se passe pour les personnes. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de standards à respecter. Donc oui, ça, je pense que c'est vraiment à déconstruire parce que ça met beaucoup de pression, de culpabilité, ça met une nouvelle injonction. Et la troisième, et ça c'est un peu, je pense, assez transversal dans mon livre, tu me diras ce que tu en penses, Nancy, c'est l'idée que la sexualité, c'est une performance. Ah, oui. Et donc, ça veut dire qu'il faut performer, il faut assurer, il faut donner du plaisir, il faut prendre son pied, il faut faire une jolie tête, il faut que ça dure telle durée, il faut qu'on le fasse à tel moment, avec telle fréquence. Il faut qu'on ait un orgasme en même temps.
Exactement, oui, terrible ça, terrible. Mais ça, tout ça, ça met du stress dans le corps et je pense que je l'explique assez bien dans le livre de manière scientifique, donc j'essaie de vulgariser un petit peu, mais en fait, si on ressent du stress et qu'on est dans la performance, scientifiquement parlant, on ne peut pas être connecté à son corps et à son plaisir. Et donc oui, la performance, c'est une croyance terrible qui va créer tout ce qu'on appelle les dysfonctions sexuelles, donc par exemple éjaculation prématurée, vaginisme, etc. C'est l'une des causes principales qui va créer des problèmes éventuellement sexuels, quoi. Oui, ce que j'aime aussi dans ton livre, c'est que tu mets aussi chaque fois en valeur les deux positions. Hein. Tu parlais tout à l'heure de la femme qui a ses enfants, qui a une charge mentale, etc., qui ne va pas avoir envie. Puis de l'homme, lui, qui va être plus en demande, mais qui va, lui, se sentir rejeté par sa femme parce qu'elle, elle ne veut pas, donc il se dit, tiens, elle ne m'aime pas et tout ça. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, tu expliques qu'au final, c'est la communication qui va permettre de recréer l'envie en étant dans le respect, finalement, de l'univers de l'autre. Et je me rends compte que la communication sur ce sujet-là est complètement négligée, alors qu'elle fait partie de l'épanouissement global du couple. On dit souvent que la communication, c'est un pilier de toute relation. Mais je pense que c'est pas si facile de communiquer. Il faut avoir des clés pour ça, et c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend, que ce soit à l'école ou en famille ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai essayé de donner des clés de communication et de montrer aussi que, en termes de sexualité, ça doit pas toujours passer par le verbal. On peut communiquer avec son corps aussi, si on veut signifier des envies ou des non-envies. Maintenant, je pense que je vais quand même préciser que, en termes de consentement, par contre, il faut parler. Il faut poser des questions. Oui. Parlons-en, mais par contre, il y a un truc, moi, qui a interpellé mon attention, parce que je suis très joueuse et je suis une créative, et j'ai adoré. Tu proposes plein d'idées, justement, pour qu'il y ait un jeu autour de ça, du plaisir, du désir, du consentement aussi. Donc, tu peux mettre sur le frigo, j'aime bien le côté limite un stop ou encore, enfin voilà, pour signaler au partenaire si tu es disponible ou pas. Et donc, on arrive ici à cette question du consentement. Bravo, tu y consacres un chapitre complet. C'est un vrai sujet d'actualité, un vrai sujet de société, ce consentement. On parlait auparavant du devoir conjugal. C'est encore quelque chose d'assez répandu. Moi, voilà, mes parents, pour le coup, la notion de devoir conjugal, ça fait partie de leur croyance, hein, très clairement. Mais est-ce que c'est pas un tue-l'amour de se sentir obligé de répondre aux besoins du partenaire ? Surtout que j'ai appris récemment que c'est vrai que si on n'a pas envie et qu'on fait l'amour, ça peut être considéré comme un viol. Il n'y a pas besoin d'être dans un parking et d'avoir un sachet sur la tête pour être violé. C'est chaud, hein, quand même, parce que du coup, j'ai appris aussi que quelqu'un qui fait l'amour en dormant à sa partenaire sans qu'elle ait dit oui, c'est aussi considéré comme un viol. Qu'est-ce que tu aurais à dire au niveau de cette notion de consentement ? Oui, alors effectivement, c'est large, donc je vais scinder un peu. Hein. Je pense que pour moi, un consentement, ça doit être enthousiaste. Et la loi, d'ailleurs, dit que ça doit être enthousiaste. Je sais que les lois sont différentes en France qu'en Belgique, mais globalement, un consentement enthousiaste, c'est un consentement qui est donné sans pression, sans contrainte, sans substance. Parce que je rappelle que quand on a bu de l'alcool, et l'alcool est dangereux pour la santé, on le sait, ça va créer un état de conscience modifié. Quand on est en état de conscience modifié, on ne peut pas consentir. Donc pour moi, le consentement, c'est un oui franc et enthousiaste qui est donné avec désir, et donc c'est quand les désirs des partenaires sont alignés. Quand on parle de devoir conjugal, on est dans la culture du viol. Parce que le sexe n'est pas un devoir, le sexe n'est pas un besoin, on ne meurt pas de ne pas avoir de sexualité. Et donc cette idée de pouvoir aller toucher ou pénétrer un ou une partenaire sans lui demander son consentement, c'est un viol. S'il y a pénétration, c'est un viol. Et donc une pénétration, ça peut être une pénétration buccale, digitale, et ça peut être la personne qui subit la pénétration ou qui la donne, tu vois. Ouais. Donc, dans ces cas-là, on parle de viol. Si ça ne concerne pas la pénétration, c'est une agression. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne en face n'a pas pu donner son consentement. Donc oui, le devoir conjugal, cette notion est horrible. C'est un terme qui fait partie de la culture du viol et qui est extrêmement dangereux. Parce que combien de personnes ne viennent pas en consultation me dire « Ah, mais je me suis un peu forcée pour lui faire plaisir. J'ai l'impression que si ça se passe pas, il ou elle va tirer la gueule. » On est dans de la contrainte, là, on est dans de la punition, tu vois. Une tâche, et donc, c'est même une tâche du quotidien. Exactement, oui. La tâche en se disant « Mon Dieu, je suis crevée. » Ah, mais il va falloir que je fasse mon devoir conjugal pour satisfaire mon mari. C'est ça, hein, dans la croyance, justement, dans les croyances à bannir, d'ailleurs. On aurait pu le mettre. Oui. Maintenant, je pense qu'il faut rappeler que céder, c'est pas consentir.
Donc céder, c'est subir des violences. Mais je ne voudrais surtout pas faire poser la responsabilité sur les victimes qui ont cédé. Parce qu'il y a plein de contextes où céder, ça peut nous sauver la vie. Parce que, je donne un exemple, assez violent pour le coup. Si tu es avec un partenaire violent et que si tu ne cèdes pas, tu vas subir des coups, par exemple, il y a des personnes qui vont pas avoir le choix que de céder. Oui. On a rarement le choix de céder d'ailleurs. Parce qu'en fait, en se dissociant, en fait, inconsciemment. Exactement. Exactement, oui. Parce que du coup, de l'autre côté, le non n'est pas entendu. Et avant même de pouvoir poser un non, il faut poser des questions, il faut s'en enquérir, quoi. Et c'est toute cette notion-là que j'essaye d'un peu d'analyser dans le chapitre sur le consentement. C'est le fait que, avant même de savoir si on a pu dire oui ou non, faudrait peut-être déjà savoir si les personnes en face ont posé la question. Parce que pour moi, elle est là, la responsabilité. Elle est dans le fait de base de demander avant de poser un geste, quoi. Tu accordes Donc, oui, beaucoup tu en parles régulièrement de cette notion de consentement. Moi, c'est vrai que je respecte beaucoup l'espace de l'autre, mais pas au point carrément de dire au fait, est-ce que tu voudrais, parce que bon, je suis beaucoup dans le non-verbal, donc je sens un peu si c'est possible, c'est pas possible, donc j'utilise beaucoup ça dans ma vie en règle générale par rapport à cette notion de consentement justement. Mais c'est vrai que c'est important de parler de ce sujet parce que même pour les enfants, par exemple, on a tendance à nous dire qu'un enfant doit absolument faire un bisou sur la joue à mamie ou à papy. Mais ça commence finalement, cette éducation-là, dès l'enfance. Si on n'a pas envie de faire un bisou, on ne fait pas de bisou, en fait. Oui, je pense que tous ces petits gestes qui peuvent avoir l'air assez anodins, de dire « Ah ben fais un bisou au monsieur, fais un bisou à la madame », ou bien de prendre un enfant, de le mettre sur des genoux sans poser la question. C'est un peu comme si on disait à l'enfant « Ton corps ne t'appartient pas et c'est moi qui décide pour toi de ce que tu as le droit d'en faire ». Et donc ça peut avoir un impact sur la construction du consentement de l'enfant. Parce que s'il se dit que son corps ne lui appartient pas, peut-être que ça pourrait, à terme, devenir une croyance. Mon corps ne m'appartient pas. Tu vois? Et donc, il y a un peu cette idée de pouvoir offrir aux enfants cette chance de saisir l'importance de posséder son corps et d'en être maître, maîtresse, et donc de ne pas leur imposer des choses, quoi, en termes de toucher, de ressenti émotionnel, etc. Je pense que c'est fondamental. Ouais, donc c'est important effectivement, comme le titre de ton livre, tu dis déconstruire le cul, mais en fait déconstruire, c'est remettre un peu les choses au goût du jour. Donc là, par exemple, c'est dire, un enfant, il faut lui apprendre qu'il a le droit de ne pas avoir envie de faire un bisou à mamie, mais par contre, quand il vient faire un bisou à mamie, l'accueillir pour ce bisou, pour que justement, il puisse avoir cette sensation que dire bonjour, c'est un truc qui est positif, plutôt que de l'associer à quelque chose de négatif, parce qu'on nous oblige à. Et donc, c'est très intéressant, tous ces sujets dont tu parles. On va parler donc d'asexualité, parce que tu disais, on est libre jusqu'à ne pas avoir envie du tout de sexe. Ça concerne 320 millions de personnes. Est-ce que c'est pour toi une nouvelle normalité de la société? Comment ça se fait? De tout temps, il y a toujours eu des personnes asexuelles. C'est juste que, comme toute minorité, les personnes issues de minorités sont invisibilisées. Parce qu'on vit dans une société où la norme, c'est l'hétéronormativité, donc les personnes hétérosexuelles. Donc, par exemple, quand on discute de la question de l'asexualité L', c'est un peu comme si on faisait un débat sur l'homosexualité. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de débat, tu vois ce que je veux dire? Ça ne se débat pas. Ça existe. Et c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup plus de personnes concernées qu'on ne le pense. Et donc, juste pour recadrer, pour définir un peu, la sexualité, c'est le A privatif, du coup, qui va dire qu'il n'y a pas. Donc, c'est pas de désir sexuel, mais c'est un spectre, la sexualité. Et donc, on peut avoir envie de se masturber, des fantasmes, envie de faire l'amour de façon ponctuelle. C'est pas figé dans « je n'ai pas envie du tout ». Mais par contre, il y a cette idée globalement que le sexe n'intéresse pas ou le sexe provoque un rejet. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de mettre à distance, je dirais, dans la sexualité, bien que, à nouveau, c'est pas aussi tranché, quoi. Donc, c'est pas forcément une nouvelle normalité, je pense que c'est juste qu'on en parle plus et donc il y a plus de visibilité et c'est important pour moi aussi d'en parler dans le livre parce qu'on peut pas déconstruire le cul sans considérer tout le monde. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que la sexualité avait une place dans ce chapitre. Tu as bien fait d'en parler et justement là on est à fond dans la société. S'il y avait des injonctions sociétales au niveau du sexe en matière de sexualité que tu voudrais qu'on bannisse, tu choisirais lesquelles? On dit que tu es un personnage politique et trois règles à bannir sur les injonctions. Oui, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Une qui me fait rire avec des guillemets déjà, c'est par exemple que les femmes doivent porter de la lingerie, les femmes doivent se montrer séductrices, alors que
Sorry, hein, mais combien de mecs n'ont pas des calbars avec des trous qui mettent jusqu'à ce que ça soit une ficelle, tu vois? Et donc, il y a quelque chose de pas très équilibré. Donc ça, c'est un peu pour la blague. Mais globalement, je dirais qu'il y a un peu cette idée d'injonction qu'il faut tout tester en matière de sexe. Et que c'est ça une sexualité épanouie. Il faut aller dans des clubs libertins, il faut avoir plein orgasmes simultanés avec le ou la partenaire, évidemment. Il y a cette idée de tester plein de pratiques, plein de positions. Mais en fait, quand tu vas dans un buffet à volonté, tu manges pas un petit bout de chaque. Tu choisis ce qui te fait envie et ça peut changer tous les jours, tu vois. Pour rester la même chose, il y a aussi des personnes que ça rassure de manger tout le temps la même chose à la carte. Bien sûr, ouais. Clairement. Et parfois, si, admettons, tu adores le spaghetti bolo et tu as envie de manger du spaghetti bolo de manière régulière, mais peut-être qu'un jour, tu mettras un petit peu plus de sel, un peu plus de piquant, un peu plus de fromage. Ça peut rester le même plat avec une petite épice supplémentaire, mais ça veut pas dire que tu dois goûter toutes les sauces de pâtes et aimer toutes les formes de pâtes non plus. Donc ça, c'est quand même une injonction assez présente, je pense, qui met beaucoup de pression. Parce que les gens vont me dire, mais je suis pas sûre d'avoir une sexualité épanouie parce qu'en fait, j'ai pas testé ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas pensé à ça, je fantasme pas là-dessus. Mais en fait, il y a pas d'obligation, il y a pas de règle, quoi. Donc ça, c'est une. Et une autre, c'est peut-être cette idée de, si j'ai pas de désir, il faut le retrouver. Il faut tout faire pour essayer de retrouver ce désir parce que sinon, c'est un problème. Tu as changé de partenaire aussi. Certaines personnes ont donc changé de partenaire. Alors que toi, en tant que sexologue, tu dirais que des fois, il n'y a pas besoin de changer de partenaire? Je pense que c'est un droit, c'est un choix de changer de partenaire. Si tu veux changer de partenaire, tu as tout à fait le droit de quitter une personne parce que la sexualité n'est pas épanouissante. Mais je dirais que c'est pas le seul choix possible. Et que souvent, j'entends beaucoup de personnes qui vont me dire c'est de ma faute parce que j'ai plus envie et donc il ou elle va me quitter. Mais en réalité, il y a peut-être d'autres choses à faire et peut-être que la problématique, elle vient d'une dynamique relationnelle plutôt que d'une personne. Ouais. Et c'est ça que tu règles en sexologie alors? Ouf. Les demandes de consultation, elles sont très larges. Il y a tout ce qui est problématique de douleur, problématique de désir, de communication dans le couple. Moi, je suis plutôt spécialisée en trauma, donc tout ce qui est violence sexuelle, mais j'ai une patientèle très large avec des problématiques, des demandes, même parfois un espèce de coaching, parce qu'on vient pas seulement quand il y a des problèmes. Donc oui, c'est un métier très varié, très intéressant, parce que je vois des gens de tout horizon et avec des demandes différentes. Voilà, donc au niveau des injonctions sociétales, en fait, en gros, on doit juste faire ce qu'on sent, ce qui est bon pour nous. Il n'y a pas de... Il faut être sexy, il faut être ça, parce que les hommes, ils sont rigolos, on doit être sexy et tout. On doit avoir les plus belles mains, les plus beaux pieds, les plus beaux trucs, mais qui se regardent aussi. On est tous semi-perfection, donc forcément, il y a des choses très belles, puis des choses qui ne sont pas extraordinaires, et c'est normal. C'est ce qui fait qu'on est unique et qu'on a chacun une forme de beauté différente, en fait. Oui, bien sûr. Et je pense que le plus fondamental, c'est vraiment de s'aligner, d'être à l'écoute de soi. C'est le plus important. Et de se dire que ça ne doit pas être entaché par une personne extérieure. C'est propre à soi, la sexualité. Et donc, je te dirais même un peu comme phrase globale que pour moi, il n'y a pas une sexualité, il y a des sexualités. Effectivement. Et on va parler maintenant de la libido et du désir. C'est deux choses différentes. Alors pareil, hein, en moyenne, on ferait l'amour 2 fois par semaine. C'est ce qui définirait un couple normal, on va dire. Ce n'est qu'une moyenne, hein, donc si on prend un mois type d'un couple, ça sera à peu près ça. Donc il n'y a pas l'injonction de devoir faire l'amour tous les jours, genre ah mince, j'ai pas mon quota. Bah déjà 2 fois par semaine, ça me semble beaucoup pour une moyenne, ça m'étonne. C'est vrai? Bon, la source, c'est le docteur Boujaoudé qui dit ça. Et il dit aussi que sur 100 hommes, il y en a qui ont des problèmes sexuels, il n'y en a que 20 qui vont aller consulter pour leurs problématiques. Et il y a à peine 400 sexologues, a priori, en France, qui sont diplômés sur le sujet. Donc ça reste quand même un sujet qui est un peu tabou, alors qu'il est hyper important au quotidien. Moi, je pense vraiment, quand on a des soucis sexuels... tu sais, t'as vraiment l'expression, elle est mal baisée, des trucs comme ça. Enfin, c'est bête, mais il peut y avoir certaines frustrations. Enfin, ça a un vrai impact sur notre équilibre d'avoir une sexualité épanouie. Sauf que c'est aussi un sujet très tabou avec notre famille, sauf toi avec ta grand-mère, tu as eu une chance incroyable. Mais comment on fait pour se sentir à l'aise avec le fait d'avoir du désir ou de ne pas en avoir? Enfin... Oui, ben, je pense que selon l'OMS, déjà, avoir une santé sexuelle, c'est quelque chose qui est considéré comme faisant partie de la santé globale. Donc, c'est déjà quelque chose d'intéressant à dire, je pense, c'est que la santé sexuelle fait partie de la santé globale et donc il faut en prendre soin. Et ça fait partie des recommandations de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Après, du coup, l'idée que la sexualité
soit un tabou, ben clairement ça reste le cas, c'est un tabou et c'est pour ça je pense qu'on est nombreuses à essayer de sortir des ouvrages comme le livre que j'ai écrit, d'avoir des comptes Instagram sexo informatifs parce que justement il y a cette idée de vouloir briser les tabous, de pouvoir en parler, mais je pense qu'il faut pas trop minimiser non plus la difficulté que ça peut être de prendre rendez-vous chez un ou une sexologue. C'est quelque chose qui est stressant, les gens savent pas trop à quoi s'attendre et il y a aussi plein de fausses croyances autour de ça. Moi je dois souvent dire à mes clientes non, vous ne devez pas vous déshabiller, non, il n'y aura pas de toucher. C'est un peu comme une consultation chez un ou une psy. On discute, quoi. Et donc, vous me dites ce que vous voulez me dire. Est-ce que vous voulez pas me dire, vous ne me le dites pas. Il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, ça fait peur, c'est stressant, c'est un engagement émotionnel. On va parler d'intimité. Donc oui, j'espère pouvoir, en tout cas, accueillir les personnes en consultation avec bienveillance pour leur montrer que c'est un safe space et que on va pas aller contre leurs envies, quoi. Et ce que je trouve génial dans ton livre, c'est que tu as carrément des QR codes et il y a carrément des enregistrements. Je t'avoue que là, je me suis rendu compte que j'avais quand même une certaine pudeur. Tu peux écouter les enregistrements, même en couple, et comment ça. Oui, c'est super dur de briser les tabous qu'on se met sur ce sujet. Mais c'est justement pour ça. En fait, j'ai travaillé avec l'application Melba, donc qui propose des audios guidés pour les couples justement. Et j'en ai enregistré 2. Donc avec Melba, j'ai été à Paris, j'étais trop contente d'aller en France. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir justement proposer aux couples de se retrouver dans la chambre à coucher ou dans le salon, ou peu importe, vous faites l'amour où vous voulez, et de les guider dans leur expérience de connexion, d'intimité, en leur proposant justement une voix qui va leur faire des propositions, toujours dans le consentement. Et donc, c'est un peu cet avantage de pas devoir réfléchir, de pouvoir suivre des suggestions. Et donc, tu dois moins te prendre la tête sur qu'est-ce que je pourrais faire, je sais pas trop où aller, comment je peux prendre l'initiative. Ben, tout ça est prévu justement dans ces audios. Et c'est le but des QR codes, c'est d'ajouter une valeur, tu vois, à ce livre, justement pour avoir des ressources extérieures, quoi. Ça s'arrête pas au livre, tu peux aller un petit peu plus loin si tu veux. Ouais, ce que j'adore, c'est que tu nous expliques comment bien communiquer, être dans le bon timing, être dans l'empathie avec l'autre. Tu nous donnes vraiment plein d'astuces de manière hyper didactique. C'est très léger à lire et franchement, c'est impossible de ne pas apprendre quelque chose en lisant ton livre. Celui qui dit je connais tout, c'est faux. Enfin, en lisant ça, forcément, il y aura des trucs qu'il va apprendre. J'ai appris qu'il y avait une différence déjà entre orgasme et orgaste. Des trucs comme ça. Bref. Je suis très contente, Nancy, que tu aies pu apprendre certaines choses dans mon livre. Mais tout le monde ne connaît pas. Laura t'a vu à la télé et que maintenant c'est Laura. Alors tu es plus jeune que moi et tu m'apprends des trucs. Mais c'est mon métier, heureusement que je sais certaines choses grâce à mon métier. C'est trop rigolo. Mais tu vois, c'est quand même un sujet qui met un peu mal à l'aise en fait. Il y a quand même des trucs. Et je crois qu'aller voir une sexologue, ça aide à. Tu dis dégon sur le cube, à se décomplexer avec son. Tu as dit avec ses fesses tout à l'heure. Ouais. Et donc tu donnes du coup plein d'astuces pour se connecter à l'autre d'une manière complice, avec toujours cette notion de consentement. Et forcément, quand il y a du jeu, il y a du consentement, puisque pour jouer, il faut être deux. Et si tu devais clôturer cet entretien pour redonner justement une juste place à la sexualité, tu dirais quoi? Je dirais que on a des désirs, on a des non-désirs et c'est important de pouvoir écouter autant l'un que l'autre. Donc d'être en accord avec le fait que certaines choses ne sont pas pour nous, peut-être pour l'instant, peut-être pour toujours, et que le plus important c'est toujours de s'écouter, de s'aligner. Et si on ne sait pas si on est aligné ou pas, il faut écouter son corps parce que son corps il sait. Il sait quand on est dans le juste. Ouais, et puis le corps, il sait aussi s'il a envie ou pas. Hein. Juste le fait de se tendre à la pensée d'eux, dans ce cas, c'est non. On dit non, partenaire. À l'inverse, tu es tendu à avoir envie. On sait que c'est possible et qu'on peut aller chercher cette notion de jouissance dont tu parles. Tu fais vraiment une différence entre l'envie. Enfin, tu disais que c'est finalement plus important de chercher la jouissance que l'orgasme. Et je trouve qu'on parle pas assez de tous ces sujets-là et je te remercie de l'avoir fait dans ce livre-là. Merci à toi de l'avoir lu. Pour terminer, écoute, c'est normal parce qu'on lit, et tu l'as dit en tout début d'entretien, on lit l'amour et le sexe. Est-ce que se connecter à une sexualité épanouie va redonner du sens à l'amour et donc au couple, selon tes expériences?
C'est beau ce que tu te dis. Je pense que j'y avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que je pense que ça peut être une porte d'entrée vers une connexion émotionnelle et physique encore plus forte. Donc, oui, j'ai envie de croire que oui. Redonner du sens à l'amour, ce serait magnifique, mon Dieu. Est-ce que c'est pas ce que tu fais en consultation? Est-ce que le fait de régler des problématiques sexuelles, finalement, ne règle pas aussi des problématiques amoureuses Oui. globales? Souvent, la sexualité, c'est un symptôme de quelque chose de plus profond en termes de dynamique relationnelle. Donc oui, travailler la sexualité, c'est pas parler que de sexe. Ça va parler de toute la maison du couple, de toutes ses fondations. Et donc, bien sûr que ça, c'est lié. Clairement, c'est lié. Donc oui, c'est une porte d'entrée vers un mieux-être, je dirais. Ok, donc si tu devais conseiller la sexualité à tout un chacun, tu terminerais comment? Si je devais conseiller la sexualité. Voilà, au nom du mieux-être, quoi, de mieux se connaître, d'expérimenter et d'oser aussi. Oui, je dirais de se défaire des injonctions, de se défaire de la pression. Et oui, à nouveau, s'écouter, s'aligner et être en adéquation avec son corps. Le lien corps-esprit aligné, c'est vraiment ce qui va fluidifier tout le reste dans la vie, je pense. Voilà, et comme pour les émotions en règle générale, toujours se dire que tout est OK, qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie, qu'on ait des besoins, qu'on n'en ait pas. Déconstruire le cul, n'hésitez pas à vous le procurer, je vous mets le lien dans la bio. Et puis, restez connectés, on est là tous les mercredis avec chaque fois des nouveaux invités, ou alors je suis là pour vous parler d'un sujet qui me touche et qui m'interpelle. Plein de bisous, merci Laurale. Merci à toi, plein de bisous aussi. Et n'hésitez pas à suivre Laurale sur les réseaux sociaux. Ciao.